Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il y en a une, vous allez me dire, c'était une chef de file de l'opposition. Il y en a une qui avait commencé à jeter le pavé dans la mare déjà il y a un an. Rachida Dati, il y a un an, avait pris la parole concernant la gestion de Paris. Je vous propose de l'écouter, c'était en décembre 2021. Paris, c'est la capitale de la plus grande région d'Europe. D'année en année, Paris décline. Tout le monde s'en rend compte dans tous les domaines. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Paris explose sous la dette. Sous la seule mandature de Madame Hidalgo, et c'est vérifiable, nous sommes en débat budgétaire, la dette a augmenté de 100%. Nous sommes à plus de 7 milliards en 2021. Nous serons à plus de 8 milliards en 2022. À plus de 8 milliards en 2022. C'est la ville la plus riche de France. Plus de 10 milliards de budget. Nous avons adopté hier... 10 milliards de budget, 8 milliards de dette. Exactement. Voilà, Rachida Dati qui rappelle la dette colossale de Paris. Elle avait alors, déjà l'année dernière également, sollicité le gouvernement, Rachida Dati, les ministres Bruno Le Maire, Jacqueline Gourault à l'époque, pour que ces derniers, ainsi que la Cour des comptes, contrôlent étroitement les finances de la ville et envisagent de mettre, et voilà, le mot était déjà lâché à cette époque, sous tutelle budgétaire, la capitale. Mais voilà, on est resté dans le domaine du politique, sauf que depuis, il y a des associations qui ont décidé de vraiment passer à l'action. Alors, quelles sont ces associations ? L'Union parisienne, Rouler libre, le comité Marais Paris, le syndicat VTC INV et Sauvons notre Paris, qui ont décidé d'engager une procédure afin d'obtenir réellement cette mise sous tutelle de Paris. Et nous sommes avec la fondatrice de l'une de ces associations, Marina Yaloyan. Bonjour Marina Yaloyan. Bonjour Clément. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes fondatrice de Sauvons notre Paris. Vous êtes également professeure de communication internationale et de géopolitique dans les grandes écoles comme HEC et CESLA. Et puis également directrice des affaires internationales du journal du Parlement. Mais aujourd'hui, c'est bien votre casquette de Sauvons notre Paris qui nous intéresse tout particulièrement. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette association et comment vous avez décidé de fonder cette association ? Bien sûr. Mais écoutez, c'était pas du tout prévu. Tout au début, Sauvons notre Paris a été créé donc en 2021, en plein Covid. Et c'était tout simplement une page Facebook. Et après, ça a grossi, surtout avec sa cage Paris qui était un hashtag, qui était devenu un hashtag. Donc, il y avait partout les photos aberrants, vous savez, du patrimoine saccagé, etc. Et donc, nous avons eu de plus en plus d'adhérents. Et finalement, nous sommes aujourd'hui 32 000 personnes. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on fait aucune publicité, on n'a pas de temps, très honnêtement, je suis très prise. Donc on n'a pas énormément de temps et se dire que tous ces gens-là, ils viennent quand même nous rejoindre parce qu'ils n'en peuvent plus, ça c'est dire quelque chose. Donc aujourd'hui c'est aussi une association, c'est juridique et donc nous essayons en tout cas de lutter contre tout ce qui se passe autour de nous, notamment le saccage de Paris. Donc surtout en ce qui concerne Paris, on l'a bien compris. Donc vous faites cette demande avec d'autres associations de lancer une procédure qui est rarissime de mise sous tutelle de la capitale en plus de la France. Alors d'abord, pourquoi cette demande ? Et puis, comment vous est venue cette idée ? Comment vous êtes organisé avec les autres associations ? Et puis, quels effets aurait également cette demande ? Bien sûr. Alors, si nous avons fait une demande de la mise sous tutelle, c'est bien sûr pour tenter de stopper le flux ininterrompu de dépenses de la mairie. Un simple exemple, c'est l'augmentation de 52%. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire à Paris, mais 52%, vous devriez être contente parce que 52% de la taxe foncière, alors que la mairie de Paris, lorsqu'elle s'est présentée, la maire de Paris, lorsqu'elle s'est présentée, avait explicitement dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes. Donc ça, c'est encore un mensonge de la part de... voilà, encore un. Pour un peu de contexte, je vous rappelle, juste pour revenir à Madame Dati, que vous avez cité tout à l'heure, que quand Delanoë est arrivé au pouvoir, l'endettement de la ville était de 0%.
Ensuite, c'est monté à 3 milliards. Et avant qu'il ne soit au pouvoir, je précise. Avant qu'il ne soit au pouvoir, tout à fait. Oui. Ensuite, à la fin de son mandat, c'était 3 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement entre 8 et 10 milliards d'euros. Et c'est un rapport de la Cour des comptes qui le certifie, absolument. Certifie ces chiffres. Je précise, ce ne sont pas seulement les chiffres de Rachida Dati qui est à l'opposition à la mairie de Paris. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette démarche. Ce n'est pas que pour ça, évidemment, il y a eu d'autres éléments déclencheurs. Bien sûr, le saccage du patrimoine, je prends très à cœur. Moi-même, je ne suis parisienne que par adoption. Mais j'adore cette ville. Comme beaucoup de Parisiens. Absolument. Je suis aussi étrangère, mais j'adore cette ville. Pour moi, c'est la ville la plus belle du monde. Et peut-être, d'ailleurs, on peut parler un tout petit peu. Vous avez un profil vraiment très international. Vous êtes américaine, avec des racines arméniennes également. Et peut-être que c'est aussi cet œil extérieur qui vous permet aujourd'hui d'aimer encore plus Paris et de voir encore plus le protéger, puisque vous avez cette image de Paris magnifique, de Paris romantique, de Absolument. Paris que peuvent porter les étrangers sur Paris finalement. Absolument, tout à fait. Moi je rêvais de Paris de l'âge de 10 ans. J'étais en Arménie, je disais un jour je serai à Paris, je vais vivre à Paris. Quand j'ai vu cette ville, j'étais encore étudiante, je suis tombée amoureuse de cette ville, et c'est vrai que depuis la voir se dégrader comme ça, j'ai vraiment la peine. J'ai vraiment la peine. Je comprends pas comment on peut arriver à ne pas vouloir protéger ce beau patrimoine que le monde entier nous envie finalement, parce que si vous allez aux États-Unis, vous savez, les Américains, ils n'ont pas ça. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire, et c'est dommage que notre équipe municipale visiblement n'aime pas Paris autant que nous. Elle est portée par une idéologie assez particulière, disons. Et puis elle fait fuir beaucoup, vous parliez de propriété, elle fait fuir beaucoup de propriétaires, d'abord par les prix, forcément, mais des familles aussi qui ne souhaitent plus vivre à Paris, puisque finalement Paris est devenu dangereux, les voies publiques sont dangereuses, et puis sales, et puis... Enfin, n'en parlons pas. Alors, quel a été... Donc, vous avez décidé de vous organiser. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, malgré tout, parce que vous dites la dette, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, là, c'est vraiment plus possible? Non, mais écoutez, il y a eu un ensemble d'éléments. C'est-à-dire, on avait organisé des manifestations, et puis ça a eu une certaine ampleur, etc. Donc, C'était les manifestations Saccage Paris, ou c'était d'autres manifestations? Non, c'était l'ensemble d'organisations que vous avez citées. Nous étions sur la place de l'Hôtel de Ville. À chaque fois, c'était toute une histoire pour être devant la place, parce qu'à chaque fois, la mairie faisait de sorte qu'on n'y soit pas. Évidemment. Donc voilà, mais finalement, on avait réussi, on a eu l'ampleur, on a eu des journalistes qui étaient venus, etc. Puis à un moment donné, on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus, parce que là, ce n'est pas suffisant. Oui, après, ça continue de se dégrader. Vous savez, quand on voit que l'opposition n'a pas vraiment un vrai pouvoir, que les maires d'arrondissement d'opposition n'ont pas un vrai pouvoir, qu'est-ce qu'une association peut vraiment faire? Donc là, on s'était dit, on va se réunir, on a payé un avocat, on a fait un dossier qui était assez bien ficelé d'ailleurs, et on a envoyé L'avocat, c'est Maître Patrick Tabet. Absolument, excusez-moi, j'aimerais le citer aussi, bien sûr. Et donc, ça a été envoyé au préfet. La première fois, on a eu un rejet. Mais là, j'ai l'impression que, en fait, c'est-à-dire que, vous savez, il y a tous les bases juridiques et financières pour le faire. Les conditions sont remplies. Les conditions sont remplies. Mais ce qui manquait, et ce qui manquait à l'époque, quand on l'a fait, la première fois, c'était la volonté politique de faire changer des choses. Aujourd'hui, ça commence à évoluer. Vous voulez dire du côté du gouvernement, finalement, absolument, de la majorité. Absolument. Ah oui, alors je rappelle à ce sujet, c'est intéressant, parce qu'en effet, vous dites aujourd'hui, on a l'impression finalement que les feux sont au vert de ce côté-là. Et oui, il se trouve que dernièrement, tout récemment, Anne Hidalgo a essuyé un avertissement du gouvernement, c'était en début de la semaine dernière, parce que la ville, justement, a déjà une dette de 7 milliards d'euros. Alors, sur les dettes, c'est compliqué, il y a les dettes sur les bilans, et puis les dettes hors bilan, c'est pour ça que parfois on dit 7 et parfois on dit plus. Il faut savoir qu'en fait, le gouvernement lui a annoncé donc qu'il ne lui accordera plus la possibilité de recourir à un dispositif dérogatoire sur cette dette, et donc finalement qui est pourtant d'habitude
d'habitude un coup de pouce qui lui permet d'avoir un budget plus ou moins équilibré. Et donc voilà, donc là il y a un premier avertissement venant du gouvernement, donc c'est intéressant. Absolument, non, c'est même pas en premier, je dirais que même en janvier, justement, j'ai noté qu'en janvier 2022, la direction des finances a envoyé une note à la mairie de Paris en indiquant qu'une partie du budget du fonctionnement serait gelée. Donc c'est quand même quelque chose. Oui. C'était connu, cette histoire du gaspillage. Il y avait déjà eu le rapport de la Cour des comptes qui était très dur contre la gestion de la mairie de Paris. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et là, donc, vous considérez que cette mise sous tutelle étant vraiment envisageable. C'est pas seulement un effet, un effet, comment dire, d'appel, un peu de communication. Vous pensez que c'est vraiment possible ? Écoutez, encore une fois, les conditions sont remplies. Maintenant, si les politiques veulent bien, je pense que c'est tout à fait envisageable dans les conditions actuelles. C'est sûr que ça serait sans précédent, parce qu'à Paris, sans précédent, ça n'a jamais été fait. Évidemment, ça a été fait dans les petites municipalités où le maire était défaillant. Donc là, c'est complètement une autre histoire. Mais pourquoi pas ? Parce que quand on voit les Parisiens souffrir, quand on voit leur ville se dégrader, il y a certaines choses, on ne peut pas revenir en arrière. Vous savez, c'est ça ce qui est dommage, parce que on parle même pas de la dette, on parle encore une fois, de la déstructuration, de la dénaturisation de cette ville. Alors, on peut parler en effet de choses qui se passent, et vous dites irrémédiables. Alors, en effet, il y a par exemple du mobilier qui est vendu, énormément de mobilier. Il y a encore des annonces dernièrement aux enchères. Ça passe, franchement, c'est très très discret. Personne n'en entend parler, mais c'est pourtant la propriété de Paris, le mobilier de Paris qui est vendu aux enchères et qui permet finalement de redresser encore une fois la barre, de rééquilibrer le budget de la mairie de Paris. C'est terrifiant. Je me rappelle, on parlait justement lors de la manifestation des grilles de l'hôtel de Lausanne, oui, c'est vrai. des fontaines Wallace, des réverbères de Paris, un banc d'Avio qui a été restitué par les Parisiens, racheté aux enchères et restitué par les Parisiens à leur ville. Pour vous dire, quel scandale, il y avait des journalistes présents. Malgré toutes les charges, tous les impôts, toutes les taxes foncières que les Parisiens payent déjà quand même. Mais bon, voilà, ils sont obligés maintenant de racheter eux-mêmes aux enchères pour remettre le banc à sa place. Mais je vous rappelle quand même que la mairie de Paris a 55 000 fonctionnaires. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu récemment une annonce, hier, je crois que ça date d'hier, justement par peur de la mise sous tutelle, où la mairie de Paris a déclaré de vouloir bien réduire ses dépenses de 30%, ses dépenses internes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a peur. Ça fait bouger les choses, quand même. Ça veut dire qu'elle a peur. Donc, si c'est que ça, je dirais qu'on a déjà réussi à faire bouger un peu les choses. C'est ce que je voulais vous demander dans cette question. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réalisable ou est-ce qu'il y a un effet de communication ? Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'aujourd'hui, même le gouvernement reprend un peu cette thématique de la mise sous tutelle, que ça arrive à un moment où le gouvernement lui-même commence à dire à Anne Hidalgo, attendez, là, on va s'arrêter parce que vous dépensez trop. C'est vrai qu'elle doit sentir finalement qu'il va falloir réagir d'une façon ou d'une autre. Enfin, normalement, quand on est dans une gestion... Alors, justement, finalement, quels seraient les effets ? Expliquez-nous, parce que tout le monde ne connaît pas cette procédure de mise sous tutelle. Quels seraient les effets réels si on avait vraiment une mise sous tutelle ? Qu'est-ce que cela ferait pour la ville de Paris ? Demain, Paris est mis sous tutelle. Qui gère ? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui prend la main. C'est un peu un bon père de famille. C'est-à-dire que voilà, il n'y aurait pas des décisions radicales qui seraient prises, mais ça serait au niveau surtout budgétaire, ce serait mettre la cape sur ce qui se passe, en fait, et dire non. En fait, quand on veut remplacer... Donc, l'État gère, mais il arrête également ce qui a été lancé, par exemple, tous les travaux, je ne sais pas, ce qui a été lancé par... J'espère bien. Anne Hidalgo. Oui, non, mais normalement, j'imagine c'est gérer, mais tout de même stopper ce qui a été mis en place par la mandature précédente, enfin, qui a été mis sous tutelle. Écoutez, ça, j'imagine, ça serait à voir si jamais ça voyait le jour. Mais en tout cas, les projets futurs... je vous rappelle quand même les restructurations des places qui étaient un désastre, que personne n'a demandé et qui ont coûté une fortune. Donc ce genre de projet, il serait en effet gelé, où on dirait que ce n'est pas nécessaire. Oui. Qu'il y a d'autres priorités, d'autres urgences, notamment l'entretien du patrimoine parisien, qui sont plus importants que la restructuration des voies
pour que les gens ne puissent plus circuler sur la place de la République, par exemple, place de la Bastille. J'ai tout de même une question, parce que ce que vous dites, gérer un bon père de famille, ça donne envie. Sauf que, est-ce que vous êtes vraiment sûr, je retourne la question, que finalement ce gouvernement-là gérera comme un bon père de famille? Est-ce que c'est pas finalement enlever une responsabilité à quelqu'un d'irresponsable pour leur donner à d'autres personnes qui ne savent pas forcément mieux gérer? Je dis ça parce que justement on en avait fait un sujet ici à Ligne Droite. La France vient encore elle aussi de recevoir un avertissement du FMI à cause de ses dettes. Alors finalement tout le monde reçoit un avertissement, chacun à son niveau. Bien sûr, non, mais écoutez, c'est pas tout à fait la même échelle, vous voyez. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire là, on est à l'échelle de la France. Oui. Bon, c'est sûr qu'on peut critiquer toujours le gouvernement actuel pour certaines choses, mais là, c'est une ville. Donc, une ville, normalement, le bon sens dirige une ville. Je veux dire, cette ville, elle n'a pas besoin de beaucoup pour bien fonctionner. Oui, c'est sûr, en fait. Elle a juste besoin qu'on la laisse tranquille. Elle a juste, exactement, qu'on ne la touche pas, surtout, et qu'on la laisse tranquille. Qu'on la préserve. Exactement. Et donc là, je pense que ce serait le cas. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit, pardon, je vous coupe, c'est ce qu'a dit, on l'entendait, Rachida Dati, au début de cette interview, on l'entendait expliquer, c'est aussi la ville qui rapporte le plus. Donc normalement, l'équilibre n'est pas impossible. Non, c'est pas du tout impossible. Et la preuve qu'encore une fois, avant M. Delanoë, c'était à zéro et voir qu'il y avait de l'argent dans les caisses. Donc c'est tout à fait possible de gérer bien cette ville. Il faut la gérer bien parce que sinon c'est du gaspillage et j'en ai tant d'exemples, mais bon. Non, allez, justement, on a un petit peu de temps encore. Disons, vous rêvez, la mise sous tutelle se fait. Pour vous, quels sont les premiers rêves, quelles sont les premières applications que vous rêvez de voir à Paris? Qu'est-ce qui a été peut-être détruit et qu'est-ce qui devrait s'arrêter aujourd'hui? En priorité. Où est-ce que je commence? Je ne sais pas, peut-être ce qui se passe autour de la Tour Eiffel également en ce moment. Oui, ça c'est exactement. Et encore, il y a une autre association qui a été créée pour protéger le Trocadéro. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est qu'on a besoin de protéger Paris contre le maire de Paris. Oui. Je trouve que c'est quand même extraordinaire comme concept. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, c'est assez intéressant. C'est-à-dire les Parisiens, ils payent de l'argent et puis ils perdent leur temps pour créer des associations. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein, vous savez, très honnêtement. Oui. Et donc, mais écoutez, déjà, commencer par les trottoirs. C'est triste à voir toutes ces grilles détruites, toutes ces horribles... Moi, je suis traumatisée. Vous savez, on est côte à côte, rue de Varise. Je vois c'est autour des arbres. Vous n'arrivez pas à les nommer. Arrachés, c'est terrifiant. Oui. Le patrimoine qui est les fontaines Valas qui sont peintes en rouge, en jaune, c'est une aberration, je trouve. Surtout, on ne voit plus, finalement, on ne voit plus les trottoirs, on ne voit plus les routes avec tous les plots, tous les travaux partout. Tous les travaux, on ne circule plus, mais même à pied, on ne circule plus, c'est très compliqué. Non. Et pour des familles, c'est pour ça que beaucoup de familles partent d'ailleurs. Hein. Pour des familles, ça commence à être vraiment très très compliqué de circuler en toute sécurité, sans se prendre une trottinette dans la tête. Bien sûr, et bon, à part ça, on ne parle même pas du problème de crack, de l'insécurité. Oui, bien sûr. Et dans certains quartiers, il y a encore d'autres associations bien sûr, que nous recevons ici. Qui s'en occupent. C'est vrai. Et c'est vrai que d'ailleurs, puisque vous parliez du 16e arrondissement, il y a normalement une salle d'accompagnement au crack qui doit s'installer dans le 16e arrondissement également. Donc, oui, il y a eu des gens qui, normalement, il y a eu des manifestations contre ce projet. J'espérons que ça va... Parce que vous imaginez, vous installez ça là où les enfants ils vont à l'école, etc. On ne comprend pas le concept. Non. C'est sûr. Mais c'est difficile à comprendre. C'est pas moi qui vous explique. Comme beaucoup de choses. Ce qui se passe dans la tête de la maire de Paris. En tout cas, merci beaucoup, Marina Yaloyan, Vous êtes fondatrice de cette association Sauvons notre Paris. Vous êtes également professeure de communication internationale et de géopolitique dans les grandes écoles, directrice des affaires internationales au Journal du Parlement. Et donc, on va suivre avec vous, si Paris est vraiment mis sous tutelle. Écoutez, une grande première. J'espère bien que je serai réinvitée avec plaisir, une fois ça aboutit. Voilà, exactement. On en reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.